Bonjour Rosa, coucou Marine. Alors je vais t'inviter. Hop. Salut, Ah, coucou, t'es là, ça y est. ça va? Oui, je vais essayer de mettre un coucou tout le monde, de juste mettre l'intitulé premier trimestre de grossesse. Hop, comme ça, je vais l'épingler. Voilà. Tu vas bien, Marine? Bien et toi? Oui. On va Merci, laisser, je vais gentiment. enlever les commentaires. Comme ça, je vais. Bonjour tout le monde, je vais juste enlever les commentaires, je repréciserai après. Comme ça, vous pouvez mettre des petits cœurs ou nous poser vos questions. Comme ça, on peut voir la tête de Marine. Je sais même pas que C'est c'est mieux. possible d'enlever les commentaires, c'est la pro. Ah ouais, mais oui, je pense que souvent on voit pas les gens en bas en fait, et c'est mieux, tu vois. Comme ça, si elles ont des questions, elles vous utilisez la petite boîte à questions pour poser toutes vos questions. Comme ça, on vous répondra et avec grand plaisir. Alors, Marine, lorsque je fais des lives, je propose une citation à la personne qui est là. Et pour ouvrir un petit peu ce bal, cette bulle d'échange avec ceux qui vont nous écouter, nous réécouter, parce que je vais laisser le live en replay. Donc, je te propose en citation, le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Voilà la petite citation que je te propose. C'est Marguerite Yourcenar qui l'a écrite. C'est beau. Est-ce que ça te parle? Ouais. Bah, du coup, je me demande si je suis née ou pas. Non, mais je pense que bon, ma petite naissance et mes petites renaissances ont pu être un peu tardives, du coup. Mais valait mieux tard que jamais. Et je sais pas si c'est encore tout à fait achevé. Donc, certainement en, en cours de travail, on va dire. Et je te l'ai proposé aussi parce que je trouve que ce dont on va parler aujourd'hui, le premier trimestre, c'est un petit peu un chamboulement et que ça nous invite justement, des fois on a nos petits acquis, même si on a déjà eu un, deux, trois enfants, on se dit bah, c'est bon, je connais. Et on se rend compte en fait que c'est un trimestre qui peut chambouler mais plein de choses parce que la femme elle change, qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place et je me suis dit, mais c'est en fait ça, puisque tu es une maman, que tu sais ce que c'est, tu es naturopathe, et qu'on allait justement parler de tous les changements qu'on pouvait mettre en place et accompagner pendant ce premier trimestre de grossesse, et que toi-même, tu es en train de vivre comme tu dis, une autre naissance, que tu es enceinte. Donc là, tu as combien de mois à peu près? À 5 mois. Je suis jamais très très sûre. J'accouche fin janvier. Je suis toujours perdue entre l'aménorrhée et la grossesse, donc à peu près 5 mois. D'accord, ok. C'est une bonne. Du coup, je pense je vais présenter ça rapidement et comme ça, toi, tu vas pouvoir rentrer dans les éléments qui te semblent bien en alimentation, puisqu'on va parler de ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a une là. Bon, ok, c'était pour nous dire. Ah, c'est gentil ça. Ça fait toujours du bien. Merci, Merci je le beaucoup. mets. Bon, je pensais que c'était une question. Ok. Donc, effectivement, on va avoir, si, quand il y a eu l'ovulation et que la nidation s'est faite, donc il y a vraiment cette rencontre qui se fait, on va avoir pendant la grossesse ce qu'on va appeler, comme on dit souvent, semaine d'aménorrhée et ou semaine de grossesse classique. Ça, c'est déjà la grosse galère où toutes les femmes, elles se perdent. Euh, ça a été mis en avant ça parce qu'il y avait des soucis dans les datations. Il y avait des femmes qui ne savaient pas vraiment quand est-ce qu'elles avaient ovulé, alors que la date des premières règles, tout le monde la sait. Enfin, une femme sait classiquement quand est-ce qu'elle a eu la date de ses premières règles. Donc, on a pris cette semaine d'aménorrhée en comptant à partir des premiers jours des dernières règles. Seulement, on s'est, enfin, ça a été pris sur les femmes qui ont un cycle qui dure 2 semaines, enfin un cycle, Ouais, enfin la au-delà période des entre les 15 jours. deux. Voilà. Voilà. Seulement, tout le monde ne Pas fait tout le pas monde. ça. On a des semaines d'aménorrhée. Il y a des femmes qui peuvent rester sans des règles pendant 2 mois. Enfin, on n'a pas tout Ouais. un cycle comme ça.
Mais ces semaines d'aménorrhée ont été mis en avant comme ça. En tout cas, ce qui peut aider les femmes à calculer leur terme de grossesse, c'est de se dire, on a, par exemple, si on sait que la date des dernières règles, c'était le 3 octobre, on va pouvoir prendre donc le mois, on enlève 3, donc 10 par exemple, ça veut dire 7, donc on va accoucher en juillet. Et donc du 3 octobre, donc ça fait 10 moins 3, ça fait 7. Et puis on a le mois, et on va prendre ce 7 juillet, ce 7 mois, et on va rajouter le jour. Donc, si mon dernier jour de règle était là, le 3 octobre, ça va faire que je vais accoucher le 10 juillet. Comme ça, on a la date d'accouchement, et c'est quelque chose qui est parti de première règle, et ça tombe toujours juste en fait. Ça, c'est déjà le truc. C'est un bon truc, ça. Après, voilà. Après, on a maintenant nos roulettes, mais ça, c'est quelque chose qui est super, hyper simple. Donc, pendant que il y aura toute cette deuxième partie, on n'a pas nos règles, l'ovulation se passe, l'anidation se passe, on va avoir une montée d'œstrogène, de progestérone, surtout la progestérone, qui va venir aider justement le fœtus à se fixer. Ce qui fait qu'il y a souvent des femmes, si elles sont en manque de progestérone, on peut des fois donner des accompagnements, des ovules, des injections pour aider cette deuxième partie, aider le bébé à se nider, en fait, l'embryon à se nider. Donc, classiquement, une grossesse, je fais très large, hein, les filles, parce que sinon, on a trop de choses à dire. C'est juste pour vous remettre un peu dans le contexte. Classiquement, une grossesse dure à peu près 280 jours. Donc, et on sait aujourd'hui en France qu'il y a à peu près 90% des femmes qui arrivent à terme de leur grossesse à plus ou moins une semaine, puisqu'on n'est pas vraiment figé. Qu'il y a pas beaucoup, c'est 7% de prématurité, donc inférieur à 37 semaines d'aménorrhée de naissance. Et à peu près 4%, donc c'est pas beaucoup de femmes qui arrivent en post-terme. Donc ça, c'est post-accouchement. Donc pendant cette partie de premier trimestre où on va avoir justement l'HCG, donc c'est l'hormone gonadotropique qui va enfin je pense que tu connais tout ce que ça crée, qui va être donc sécrété par le corps jaune. C'était vraiment la base où l'ovocyte était. Et ce corps jaune, en fait, il va aider aussi à l'anidation et il va devient une glande. Et cette glande va aller larguer comme ça l'HCG. Et cet HCG qu'on va aller mesurer quand on vous fait une prise de sang et quand vous faites aussi votre test de grossesse, il va augmenter progressivement jusqu'à arriver à son pic maximal environ à 7 semaines de grossesse, où vous allez avoir souvent, c'est là que c'est le max des vomissements, des nausées, de la fatigue et tout ça. Et après, progressivement, vers 3 mois, il va disparaître pour laisser place justement à la progestérone qui sera sécrétée 3/4 par la maman et 1/4 par le fœtus via le placenta. Voilà, je pense que là, pour cette petite phase-là, je vais pas m'attarder s'il y a des questions. Enfin, vous n'hésitez pas à les poser là en utilisant la petite boîte à questions. Les questions sont possibles. Et comme ça, je vais pouvoir laisser Marine, si tu as des choses à dire là-dedans, on va essayer de classifier ça à peu près ensemble. Et je pourrais rajouter. Juste une petite question. Est-ce que les personnes qui sont là savent déjà un petit peu ce que c'est la naturo aussi ou pas du tout? Ah ben ça peut être bien que tu le redises, celles qui écoutent, à quoi ça sert. Pour celles qui connaissent pas, je fais juste un petit point pour voilà, savoir d'où on parle et qu'est-ce que... présente-toi aussi, ce serait bien que je te présente aussi, et c'est vrai que je l'ai pas fait, mais... non, mais voilà, comme ça, ça me permettrait en fait de donner des choses plus centrées ensuite, et pas revenir sur des explications de contexte. Exactement. Donc moi je m'appelle Marine, j'ai bientôt 33 ans et j'attends mon 3e enfant. Donc mon fils est né à 4 ans et ma fille à 2 ans. Donc je les ai un petit peu enchaînés. Voilà, et donc je suis naturopathe. Donc la naturopathie c'est la médecine traditionnelle occidentale. C'est reconnu comme ça par l'OMS et c'est donc au même titre que les autres médecines traditionnelles, l'AMTC en Asie et la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda en Inde. Donc, c'est vraiment les médecines traditionnelles reconnues dans le monde. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas par l'OMS, elles sont reconnues. C'est une médecine complémentaire. Je me bats pas mal contre les termes de médecine douce parce que c'est pas doux. On utilise des outils qui peuvent être très puissants et qui mal utilisés peuvent être très néfastes. Mais bien utilisés sont très très puissants. Donc pas une médecine douce, pas une médecine alternative parce qu'à aucun moment on veut se passer de la médecine allopathique qui est la meilleure pour la plupart des cas d'urgence. Ouais. Et pas une médecine parallèle non plus parce que on aime bien
Et on voudrait encore plus qu'on arrive dans une médecine intégrative et holistique où les différents domaines parlent entre elles. Parlent entre eux, pardon, et du coup puissent échanger et s'apporter mutuellement. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais c'est en train de venir, c'est en train de s'ouvrir dans les mentalités de toutes les professions de santé et autres thérapeutes, etc. Donc ça, c'est chouette. C'est pas encore ça, mais c'est en cours. Donc voilà. Donc une médecine complémentaire. Voilà. Ouais, je trouve que c'est très bien que tu le précises parce on a souvent tendance à dire que c'est doux et les gens ils y vont du coup en dernier recours alors que c'est très complémentaire et qu'on va être dans l'aigu comme tu disais en médecine allopathique où on est très interventionniste alors que là on va l'accompagner quelque chose être dans la prévention et c'est le bon terme. Et c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait aller voir un naturopathe pour de la prévention, c'est-à-dire je vais plutôt bien, j'ai quelques petites alertes comme ça de mon corps ou de mon esprit et on va faire un petit bilan. Après, on peut aussi faire de l'accompagnement en parallèle d'un accompagnement allopathique. On va faire des accompagnements. Par exemple, en cancéro, on peut très bien faire un accompagnement naturopathique en complément de la thérapie qu'on suit en allopathie. Exactement. Voilà. Après, moi, je ne suis pas spécialisée dans ce domaine-là, mais il y a des naturopathes qui sont spécialisés en oncologie ou en cancéro. Donc voilà, et au niveau de la naturopathie en elle-même, en fait c'est assez large. Souvent on me dit oui c'est le truc avec les plantes et en fait c'est plus large que ça. C'est vrai qu'on peut utiliser les plantes, mais en fait on a 10 techniques principales en naturopathie. On en a 3 majeures qui sont l'alimentation, la gestion émonctorielle. Alors la gestion émonctorielle c'est un grand mot pour dire tout ce qui va aider le corps à nettoyer ses poubelles. Donc ça peut être la respiration, le mouvement, l'exercice physique, la gestion du transit. Et la troisième grande technique, c'est la gestion émotionnelle. Alors on n'est pas psychologue, mais on va par contre quand même aller beaucoup creuser dans les émotions de la personne pour voir s'il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. Et c'est très important de prendre la personne, de ne pas la saucissonner et de ne pas la regarder comme juste porteuse d'un symptôme. Oui, et une pathologie. Voilà. Exactement. Et c'est une personne entière qui a une vie, qui a des émotions, qui a une famille, des proches, un boulot, un mode de vie particulier, etc. Et il faut prendre tout ça en compte. Et par-dessus ces 3 techniques vraiment majeures, selon la personne, on va ajouter d'autres techniques complémentaires, type de la phyto, effectivement. Donc des plantes, des huiles essentielles, des hydrolats, voilà, tout ça, des fleurs de bac si besoin. Ça peut être de la réflexologie, ça peut être d'utiliser l'eau chaude, l'eau froide, des huiles, voilà. Il y a plein d'autres techniques. Et après, ça va vraiment être au cas par cas. Donc ça reste très individualisé. C'est-à-dire que j'ai une personne qui vient me voir avec des migraines, je ne vais pas lui conseiller la même chose que la deuxième personne de la journée qui vient me voir avec des migraines. Ah oui, les outils ne vont pas coïncider et par rapport aussi à l'évolution de la personne, c'est très bien que tu aies pu préciser ça parce que du coup, le domaine de la femme enceinte va vraiment venir s'imbriquer et pas que justement par la grossesse parce que souvent, j'ai eu des questions, par exemple, dit quel point je peux faire en acupuncture pour mes nausées, tout ça. Et en fait, souvent, je réponds, mais non, ça vient dans ton histoire. Il n'y a pas que le symptôme. On va venir travailler de façon globale sur la personne, certes avec des outils on connaît, des approches, des techniques, mais en prenant en compte la personne dans son histoire, quoi. Et je trouve ça très bien le mot saucissonner. On va pas saucissonner. la personne. Ouais. D'accord. Et donc, comment est-ce que du coup la naturopathie de la femme enceinte vient s'imbriquer là? Et donc là, on était dans ce premier trimestre. On va justement partir d'un utérus qui va commencer à évoluer, qui est petit, parce qu'on part vraiment des petits centimètres. On part de 3 à 6 centimètres pour aller jusqu'à 30 centimètres. Donc là, on est dans cette évolution, cette mécanique corporelle, tous les changements que la progestérone va venir apporter et cet HCG qui va augmenter. Comment est-ce que toi, tu vas mettre en avant ça auprès de la femme, de façon générale? On est bien d'accord qu'on n'est pas ici pour tout. On vous connaît pas, mais on vous donne des grandes bases avec Marine. Alors, dans la gestion du premier trimestre, je pense que la première chose à faire en accompagnement naturopathique, c'est d'accompagner la femme qui est en train d'évoluer émotionnellement aussi, physiquement évidemment, mais émotionnellement. Alors en plus, c'est un trimestre pas forcément hyper simple à vivre parce que la grossesse fait beaucoup de choses à l'intérieur. C'est vraiment une explosion d'hormones, de choses
et de développement hyper rapide, et en même temps, il n'y a pas grand-chose qui se voit de l'extérieur. Et en plus, c'est une période où c'est encore un peu fragile et on ne va pas venir parler de sa grossesse. Donc, en fait, c'est délicat parce que on ne sait pas si on peut s'y attacher encore, on ne sait pas si on peut vraiment aller habiter cette grossesse-là, ce corps qui est en train de changer, qui nous fait plein de symptômes, parfois désagréables, alors qu'on n'a pas le joli petit ventre rond de femme enceinte, on a plus l'impression d'avoir des ballonnements en permanence et donc c'est dur à vivre, c'est vraiment pas une période simple. Si en plus on bosse et qu'il faut cacher à tout le monde qu'on a des nausées dès qu'on arrive avec un parfum ou qu'on va à la cafétéria, bon en ce moment on est un peu on y va un peu moins. On est épargné, quelque part pour des grossesses qui ont commencé pendant le confinement, c'était peut-être pas mal, mais voilà, quand même ça fait beaucoup de choses. Donc la première chose, et ça en naturopathie on est vraiment vigilant à ça, c'est pas on vient me voir pour un accompagnement de premier trimestre, bon bah c'est super, alors on va mettre ça en place. La première chose, c'est d'être à l'écoute de la femme enceinte qui se sent pas encore mère, ou qui se sent déjà mère, ou qui est contente ou pas contente, ou qui avait énormément ce désir et ce bébé, et qui est en même temps dans un corps qu'elle sent complètement lui échapper. C'est pas évident. Et personnellement, pour avoir vécu 3 grossesses, 2 grossesses quand même assez faciles, les 2 premières, et celle-ci beaucoup plus difficile, alors que je pensais être aguerrie avec tous mes outils, avoir bien nettoyé mon corps, fait des détox, des jeûnes, des machins, des trucs, voilà. Donc je me suis pris une bonne petite leçon d'humilité sur celle-là. Tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais en début de séance quand je te parlais de la citation, en disant qu'on recrée en fait une nouvelle, prendre vraiment conscience qu'on renaît à chaque fois finalement. Et qu'aucune grossesse n'est pareille, et c'est vraiment touchant ce que tu dis. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Parce qu'on a souvent, mais quand c'est des filles, c'est pas pareil, parce que ça aussi, c'est le grand truc. Mais ben ouais, en fait, moi, j'ai eu un garçon en premier avec une super grossesse, une fille en deuxième avec une super grossesse, enfin plutôt super grossesse. J'avais un petit décollement du placenta qui me faisait saigner, donc je me suis pas trop rendu compte que j'étais enceinte rapidement. Mais du coup, j'avais vraiment pas de symptômes parce que je me suis pas doutée d'être enceinte. Et là, donc forcément, c'est soit une fille, soit un garçon. On attend la surprise à la naissance. Et du coup, j'ai une grossesse très, très différente. Donc, bon, du coup, aucun pronostic possible sur fille ou garçon. Et c'est vrai que je pense que chez des personnes, ça peut être vrai. En tout cas, pas chez tout le monde. Voilà. Donc, non, on est d'accord. Je le disais en... Voilà. Non, Sophie a des intuitions, oui, mais Sophie a des règles de ventre qui pointe, le ventre qui est rond. Bon, ça, franchement... faut être devin. Donc voilà, la première étape pour moi, c'est vraiment d'écouter déjà le ressenti de la femme, parce que je pense que... Et puis en plus, assez vite, les regards de tout le monde vont se porter sur son ventre et sur ce bébé qui est à l'intérieur. Et à la rigueur, pendant la grossesse, on se sent encore un tout petit peu choyé, mais très très vite, toutes les questions vont se tourner vers le bébé. Et je trouve que c'est difficile aussi à vivre. D'un seul coup être une sorte de réceptacle de l'héritier ou de ce bébé que toute la famille attend, etc. Et déjà que notre corps nous appartient un peu moins, qu'on est en train de le partager. Si en plus l'entourage il projette beaucoup de choses et met une pression énorme sur la vie qu'on doit mener, c'est pas évident. Alors si en plus la naturopathe rajoute une couche en disant mais vous devriez pas faire ça, mais surtout attention avec votre stress. Mais bon, là, du coup, ça rajoute une boule de stress vraiment pas agréable. Donc, moi, je pars de la femme, je me demande comment ça va. Et ensuite, on part de là et de ses ressentis et des symptômes qu'elle peut évoquer. Et on essaie de trouver des solutions qui lui conviennent à elle. Et voilà. Un petit peu. Donc là, du coup, en fait, ce qui est intéressant quand on parle justement de cette progression mécanique, c'est l'impact que va avoir la progestérone, surtout pour aider le bébé, la CG, tu vois, pour aider ce bébé à se nider, à s'implanter. Et donc, hormonalement, on va avoir des modifications qui vont être à la fois mécaniques et, comme on disait, hormonales. Et la première chose, en fait, ça va souvent ralentir, parce que ça joue beaucoup la progestérone sur les fibres lisses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. C'est le petit point d'interrogation. Vous mettez toutes vos questions dessus, parce que je répète, parce que des fois on oublie. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir poser vos questions, et comme ça, on répondra aux questions.
Donc, je disais que du coup, on a la progestérone qui va entraîner beaucoup de changements chez les femmes. On va avoir le ralentissement du transit, par exemple. On va retrouver des constipations, des ballonnements. On va pouvoir aussi avoir, parce que ça va jouer sur les fibres musculaires lisses. Donc, tout va se relâcher. Souvent, on sent des douleurs. En fait, elles ont souvent des courbatures parce que tout le corps est en train d'être imprégné aussi par ces hormones. Et on va avoir justement cette progression. On sait que, par exemple, à 7 semaines d'aménorrhée, donc c'est pas beaucoup, 5 semaines de grossesse, on a le bébé qui va faire à peu près 7 cm, donc c'est pas énorme, et il fait 1 gramme, 2 grammes à peu près. Donc t'imagines, on est déjà enfin, un bon mois de grossesse, et c'est encore tout petit, mais on est tellement déjà emporté par ça. Et moi, je trouvais ce côté 7 semaines assez intéressant parce que du coup, on sait que c'est le pic maximal en fait de l'hormone gonadotropique. Et souvent, moi, je conseille aux mamans, si elles se connaissent, si elles peuvent, de prendre une semaine de repos là, ou deux, sans forcément, comme tu évoquais, c'est compliqué de pas en parler parce qu'on veut cacher tout ça, sans forcément l'évoquer. Donc là, pour ces changements dus à la progestérone, est-ce que tu as des conseils particuliers que tu peux justement donner en naturopathie pour pouvoir accompagner ces futures mamans? Alors, souvent, ça va être des conseils d'ordre émotionnel et alimentaire. Alors, la progestérone, c'est vraiment l'hormone qui favorise la grossesse, enfin, qui la tient, qui la garde au chaud. Parfois, on peut avoir des petits blocages émotionnels, par exemple, sur des femmes qui ont des énormes symptômes de grossesse, des grosses nausées, Et en fait, souvent, on se rend compte qu'elles ont un petit excès de progestérone leurs émotions veulent tellement garder ce bébé et veulent tellement protéger ce bébé qu'elles vont en créer des symptômes très forts. Donc on a une petite hausse de progestérone un peu trop forte qui va effectivement garder tout le monde au chaud, mais qui va être dur à vivre pour la maman avec beaucoup de fatigue, beaucoup de nausées. Et c'est ce qui revient le plus souvent d'ailleurs au niveau des questions en consultation, c'est que c'est un peu paradoxal parce qu'on nous demande de manger très bien, on a beaucoup d'injonctions extérieures de manger 2 fois mieux et pas 2 fois plus, etc. Et en même temps, ce premier trimestre, c'est un moment où même des femmes qui parfois mangeaient hyper sainement, type moi, une naturopathe, va se mettre à avoir des envies, des aversions alimentaires très particulières, notamment qui vont pas mal se tourner vers des aliments raffinés. Naturellement, elles viennent en me disant, je ne comprends pas, moi je mangeais des légumes et des céréales complètes et des légumineuses et j'étais à manger très sainement, et là tout ce que je veux c'est des pizzas, et tout ce que je veux c'est des pâtes blanches, et tout ce que je veux c'est... Et c'est assez normal en fait. C'est souvent quand la progestérone est un petit peu élevée qu'on a vraiment très envie de protéger cet enfant, soit consciemment, soit inconsciemment. Inconsciemment, tout à fait. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, dans une période de vie pas facile, où le corps de lui-même va essayer de protéger plus fort encore la grossesse. Et donc, naturellement, le corps sait instinctivement que tous les aliments très raffinés, très fades en goût, sont ceux qui sont les moins risqués pour le bébé. Et donc, on se met à manger des pâtes à volonté, des viennoiseries le matin archi cuites, des trucs. Et même chez une personne qui n'avait pas du tout ce mode alimentaire, hyper culpabilisant parce qu'on se dit, mais c'est tellement pas ce que mon corps à l'habitude de... Voilà, et en plus, pour mon enfant, je me mets à mal manger. Donc, souvent, il y a ça. Et donc, souvent, alors, il y a plein de choses en naturopathie, le gingembre, des infusions. La technique de la bouillotte chaude sur le foie, donc juste en dessous du sein droit, un petit peu sous les côtes, on a le foie qui a besoin de plus de chaleur pour mieux travailler parce qu'il est en train de travailler avec beaucoup plus d'hormones dans le corps. Exactement. Donc, il y a surtout aussi la glycogénèse qui se met en place, comme tu vois, ça c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Et je suis contente que tu dises, je parle aussi des émotions parce que nous, en fait, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis sage-femme. Vous aurez toutes les infos sur le poste si vous voulez voir. Mais nous, en fait, je travaille dans un niveau 3 et celles qui sont souvent hospitalisées pour hyperémésie gravidarium, donc qui vomissent comme ça, qui ont des vomissements incorrectibles, pas possible. En fait, on va souvent beaucoup travailler la cause émotionnelle parce que c'est ça qui va être derrière. Et souvent, je parle d'une émotion, moi, qui est oubliée pendant la grossesse, c'est l'émotion du dégoût.
Donc, on a des nausées, on est dégoûté. Et en fait, de quoi est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce qui me dégoûte? Après quoi est-ce que je cours ou je ne cours pas? Et il y a tout ce travail émotionnel qui est super intéressant à faire, justement, avec l'approche en acupuncture. Et là, le foie, comme tu parles, c'est aussi vraiment un méridien qu'on va aller travailler pendant le début de grossesse avec le poumon. Donc, c'est vraiment des choses, je trouve ça passionnant. Ouais, et c'est vrai que si on travaille que sur l'alimentation ou la physiologie ou la mécanique, c'est un peu dommage parce qu'on loupe tout ce pan-là. Et c'est vrai que dans les énormes vomissements, dans les grosses nausées, dans les gros dégoûts, etc., c'est souvent plutôt. Et d'ailleurs, en naturopathie, on est enfin, on dit toujours que le corps fait un symptôme qui lui sert. C'est-à-dire que même si ça nous paraît vraiment horrible comme symptôme, le corps a trouvé, c'est peut-être pas le meilleur fonctionnement qu'il ait trouvé, mais en tout cas, c'est le fonctionnement qu'il a trouvé pour résoudre son problème. Et peut-être que son problème à la base, c'est j'ai peur de perdre le bébé, ou j'ai peur que tout le monde se projette des choses dessus, et donc je veux me l'accaparer. Et voilà. Et donc, du coup, pour résoudre ce problème, eh ben, le corps va créer un symptôme qui est un indice à pas vouloir faire taire absolument, mais surtout à écouter. C'est clair. Le C'est message pas est simple. évident parce que voilà, on a envie de le faire taire absolument quand on vomit toute la journée. Mais c'est à écouter parce que c'est un indice. Et puis au début de la grossesse aussi, donc c'est encore un peu pour nous, notre grossesse. Et en même temps, ça nous rappelle tellement de choses inconsciemment, de nos liens familiaux, des transmissions familiales, des énergies qui nous environnent, de ce qu'on veut. Ça rend la chose concrète en fait aussi par rapport au couple, par exemple. Ou quand il y a séparation, parce que ça arrive aussi, ça renvoie à beaucoup de choses. Donc il y a plein de choses et on a encore un petit peu ce moment-là où on peut en prendre soin juste entre soi et son conjoint, soi et son partenaire ou sa partenaire. Et voilà, donc ça peut être un beau moment. Et cette grosse fatigue qu'on peut avoir au début de la grossesse, elle est aussi là pour prendre soin de ce petit moment-là. Parce qu'après, l'énergie va revenir, on va pouvoir reprendre un rythme, etc. Et il faudrait presque prendre encore plus soin. Moi, j'ai souvent des femmes qui me disent, je comprends pas qu'on me laisse la place dans le métro quand j'en suis à 6 mois ou 7 mois. Ah bah oui, ouais. Alors qu'en fait, j'en C'est ai trop besoin tard. au premier mois. Au premier trimestre. Ah mais c'est sûr, c'est vraiment ce premier trimestre. Et dans les autres cultures, c'est pas trop comme ça, mais c'est vrai que dans les autres cultures, on est à fond dans le premier trimestre et même avant, dès que le désir de grossesse est prononcé dans le couple, on commence à travailler. Comme tu disais, tu as fait des détox, tu as préparé ce trimestre et après on le choix parce que il invite à ça. Hein. Toute cette progestérone invite à se planquer, hormonalement, tout est fait pour ça aussi. Et souvent, je parle aux mamans du fait que quand on a un syndrome prémenstruel assez fort, quand on a la deuxième partie de son cycle qui est assez fort, souvent cette période aussi de premier trimestre peut être comme ça parce qu'on est vraiment dans l'imprégnation des mêmes hormones de base et ça peut vraiment déjà être un indicateur. Comment est-ce que je vis mon cycle, comment est-ce que je suis au début, au milieu, à la fin de mon cycle, parce que la grossesse, en fait, elle va un peu suivre ces phases en fait de nos cycles et nous inviter à sentir comment on peut s'intérioriser et partager avec les autres. Mais tu avais dit un truc qui était super intéressant. J'ai un trou. Je vais le retrouver après. Bon, déjà, j'ai dit un truc intéressant. Bah, non, mais tout ce que tu as dit était intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis contente déjà. Voilà, je vous laisse continuer à poser vos questions. On prendra le temps après pour ça à la fin. Est-ce que tu sais que par exemple, à 7 semaines d'aménorrhée, le fœtus, il a déjà son odorat qui se met en place. Et tu vois, on est toujours à 1 mois de grossesse, hein, l'odorat et le toucher qui commence à se mettre en place. Ça veut dire que nous, on ne supporte plus les odeurs. On est déjà en fait une fois de plus connecté avec ce bébé, quoi. Comme s'il voulait qu'on se recentre sur nous et qu'on ne sente que nous-mêmes notre propre odeur, tu vois, qu'on l'accompagne dans la mise en place de son odorat. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Incroyable. C'est fou. C'est des petites choses que je trouve vraiment extraordinaires. Donc, il y a le repos, on a parlé du repos. Tu parlais là des tisanes qu'on peut mettre en place. Est-ce que tu en as une particulière à conseiller? Enfin, est-ce que je sais que souvent les huiles essentielles sont trop polémiquées. Même moi, quand je n'utilise, c'est vraiment avec parcimonie. Mais est-ce que tu as des choses en fait qui pourraient aider justement à accompagner s'il y a une détoxification à faire là en début de grossesse pour les femmes qui nous écoutent? Alors vraiment, celle qui est sans aucun risque pour la femme enceinte, ça va être les infusions de gingembre.
Ça, c'est le truc le plus évident. Effectivement, par rapport aux huiles essentielles, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais plutôt à partir du deuxième trimestre. Parce que, en fait, il y en a certaines qui sont certainement sans aucun risque, mais comme on n'a pas testé, on n'a pas la certitude. Donc, par contre, on a testé à partir du deuxième trimestre, et là, on peut savoir ce qu'on peut utiliser ou pas. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qu'on peut utiliser à partir du deuxième trimestre. Premier trimestre, il faut vraiment être vigilant. Et même, par exemple, chez vous, les parfums d'intérieur, les huiles essentielles que vous avez en diffusion, etc., il faut quand même être vigilant. Il ne faut pas être complètement flippé non plus. Parce que quand c'est en diffusion, c'est quand même c'est beaucoup moins risqué. C'est inhalé, c'est beaucoup plus doux que si c'est en cutané ou en oral. D'ailleurs, en général, même tout au long de la grossesse, on ne va pas prendre en forme orale. On va prendre plutôt en dilution cutanée. Mais en tout cas, voilà, on est un petit peu vigilant par rapport à tout ça. D'ailleurs, on essaye d'être vigilant parce que dans le premier trimestre, même si ça paraît tout petit, c'est quand même là que tous les organes vont se créer. Exactement. Et qu'on a un tout petit humain miniature à la fin du premier trimestre qui est là. Exactement. Donc, et après, il va grandir, il va grossir et certains organes vont continuer à maturer, comme les poumons, etc., plus tard. Mais au niveau de l'embryogénèse et de l'organogénèse, on y est dans le premier trimestre. Donc, il faut faire attention, notamment à l'alimentation. Je pourrais faire un petit point plus précis sur ce qu'il faudrait manger si jamais nos aversions et nos dégoûts nous permettent. Et sinon, il faut faire quand même attention à notre environnement. Que ce soit au niveau émotionnel encore, les ondes, les énergies dont on va s'entourer. On fait comme on peut, avec l'entourage qu'on a et avec l'environnement qu'on a, mais au maximum, on essaie d'en prendre soin et de commencer à se connecter à ce bébé et le rassurer aussi. Et on fait attention, par exemple, aux perturbateurs endocriniens. C'est vraiment une période qui est très sensible. Donc, on évite tous les trucs qui sentent bon ou pas bon, on évite tout ça. On évite des cosmétiques. La peinture. Voilà. La peinture. Bébé, à ce moment-là, non. Ou on choisit des peintures sans solvant. On évite de refaire aussi toute la chambre de bébé à neuf parce qu'avec tous les composés organiques volatiles, on va bien s'intoxiquer. Donc, si jamais on veut faire la chambre de bébé, on attend un petit peu et puis après, on met tous les meubles. Alors, le mieux, c'est d'acheter du seconde main. Et sinon, on achète tout et on aère bien tous les jours et on rentre pas trop dans la chambre pendant plusieurs semaines, le temps que ça dégaze, en fait. Parce que dans la plupart du mobilier, il y a des retardateurs de flammes. Voilà, pour que le mobilier ne prenne pas feu facilement. Mais en même temps, c'est des perturbateurs endocriniens, ça. Tout ce qui va être en bois aggloméré, il y a des cols, il y a des solvants dedans. Donc, ça va être des composés organiques volatiles. On évite de manger des choses suremballées qui sont en contact du plastique. On évite, même si on a des Tupperware à la maison, de chauffer dedans ou de mettre de l'acide ou du gras. Parce que c'est là que ça va le plus capter les perturbateurs endocriniens. Alors, on nous a fait tout un pataquès avec le bisphénol A. C'est déjà bien qu'il soit éliminé de nos contenants plastiques. Mais il y a d'autres composés encore présents. Donc, surtout qu'ils l'ont remplacé par un qui n'est pas forcément au troisième trimestre bénéfique. Voilà. Donc, voilà. On attend que celui-ci soit interdit aussi, peut-être. Ça serait bien. Mais donc, voilà, on essaye d'être plutôt dans des contenants en verre. On essaye de manger des aliments bruts, peu transformés. On évite d'avoir aussi pas mal de tout ce qui est additif dans son alimentation parce que ça va aussi perturber les hormones. Et là, en fait, c'est vraiment à ce moment-là une telle mécanique, une telle symphonie d'orchestre, le ballet des hormones dans le corps et comment tous les organes tout court de l'enfant ou les organes endocriniens de l'enfant vont se mettre en place. Tout à fait, mais oui. Mais c'est pour ça que nous, en fait, les professionnels médicaux, on fait les sages-femmes ou les gynécos qui suivent les mamans, le médecin, on va vraiment faire attention du coup aux prises de sang de base. Enfin, la maman elle-même déjà peut se dire est-ce que j'ai fait tout ce qui est rubéole, varicelle, où est-ce que j'en suis? Parce que comme on le disait, même si c'est un trimestre c'est un trimestre bizarre qui nous invite à nous cacher. Mais vraiment pour nous protéger aussi parce que comme tu expliquais si on est en contact avec la varicelle il faut faire attention, c'est pas très intéressant au premier trimestre de l'avoir parce qu'on est vraiment, ça va toucher les organes, c'est pareil avec la rubéole, donc on commence à faire attention, on fait attention à sa toxoplasmose, tout ça en fait
on voit ça avec son médecin, mais c'est des choses qui sont très importantes à mettre en place. Puisqu'on se fixe son alimentation, on reste dans son environnement, on y fait attention, on invite moins de perturbateurs, plus ce sera bénéfique et on va pouvoir rentrer dans ce deuxième trimestre un peu plus sainement, quoi. Ouais, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a toujours une logique. Et quand on est fatigué et quand on a des aversions alimentaires et que les odeurs nous dégoûtent, on va moins avoir envie de sortir au resto avec des copains. Ouais. Donc, on va moins être en contact avec potentiellement un toxoplasme ou une listériose. Voilà, donc c'est assez logique en fait. Il faut l'écouter, il faut l'expliquer aussi à l'entourage. Qu'il dit, ah non, mais c'est pas une maladie d'être enceinte. Non, effectivement, c'est pas une maladie d'être enceinte. Par contre, je veux en prendre soin et j'ai besoin d'être à l'écoute de mes sensations. Moi, je sais là, par exemple, pendant le confinement, puisque donc c'était le début de grossesse pendant le confinement. J'avais mes 2 enfants à la maison, plus mon mari en télétravail, plus moi en télétravail. Donc, c'était assez compliqué. Et j'avais ce que j'avais pas connu pour les 2 premiers, mais j'avais des crises de narcolepsie. C'est-à-dire que je me levais, je m'occupais des enfants et hop, d'un seul coup, il fallait que je m'allonge, j'allais m'endormir dans les 2 secondes qui suivaient. Et je me dis, mais quelque part, heureusement que mon corps a fait ça parce que sinon, je n'aurais pas pris le temps. Et là, j'ai été obligée de déléguer parce que j'avais des crises de narcolepsie à me dire, alors c'est pas de la vraie narcolepsie, mais en tout cas, je sentais que... Oui, mais je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Mais les mamans, des fois, quand elles font une pause, elles l'expriment ça. Mais comme on est tellement à être occupé, on stimule tellement le système sympathique qu'on fait plus attention. Dès qu'on prend une semaine de repos, on se rend compte à tel point, comme tu parles de ces crises de narcolepsie, elles sont là. Enfin, oui, et puis en plus, on se rend compte quand on prend une semaine de vacances, même en naturopathie, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant, je ne comprends pas, dès que je suis en vacances, je suis malade. En fait, c'est juste parce que vous étiez tellement sur le système sympathique pendant tout le temps à carburer, à rien écouter, qu'au moment que ça relâche, pouf, l'immunité, elle lâche aussi, ce qui est logique. Le corps s'exprime, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas évident dans notre société on a tellement d'exemples de femmes enceintes qui arrivent à tout mener de front, qui vont accoucher, retrouver leur corps direct. Donc ça, c'est des modèles pour moi assez culpabilisants et pas forcément très bons. Et ça aussi, dans la comparaison, il faut vraiment en sortir dès le début de sa grossesse parce que on n'a pas la même grossesse que la voisine qui va continuer à faire du running pendant tout le premier trimestre. Moi, par exemple, j'étais en formation de yoga pendant le début de ma grossesse et même 2 semaines après le début de ma grossesse, j'étais incapable de faire une posture de yoga, mais incapable. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi ce corps qui m'échappe complètement? Mais en fait, voilà, c'est revenu. Mais c'était déstabilisant quand je voyais des filles qui ont fait du yoga pendant toute leur grossesse et qui, au contraire, se sont appuyées sur le yoga pendant tout ce temps-là. Et moi, je ne pouvais même plus. J'avais des vertiges dès que j'étais sur mon tapis. Enfin, ce n'était pas possible. Donc, essayer de prendre conscience qu'on va avoir des limites, qu'il faut les écouter. On va faire au mieux, mais ça va pas être parfait et c'est pas grave. Et qu'on n'aura pas les mêmes ressources qu'une femme. Une femme, une autre n'a pas les mêmes ressources. Tu vas, toi, avoir déjà 2 enfants, avoir peut-être un mari hyper dispo, une famille dispo, des amis qui aident, qu'une femme qui va être toute seule avec cette charge mentale déjà qui va aller figer le corps. Donc, il y a tout ça qui est la ressource en fait est hyper importante pour éviter cette comparaison de dire voilà elle fait tout ça, mais oui elle fait tout ça, mais elle a certainement un bagage derrière. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que le métier des doulas se développe beaucoup. Parce qu'il y a besoin de cette ressource émotionnelle et de pouvoir déposer aussi un petit peu ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on ressent sans qu'on soit tout de suite dans le côté médical. Parce qu'en fin de compte, moi, quand j'avais ces symptômes-là et que j'en parlais, on me disait, bon, bah oui, mais tout va bien en fait, tout va bien, je regarde, tout va bien. Ouais, mais en fait, moi, non, ça va pas. Donc, il faut que ça soit entendu quelque part. Mais c'est ce que j'explique souvent aux femmes. Comme moi, je travaille à l'hôpital comme sage-femme classique hospitalière et en libéral, je suis en thérapeute parce qu'en fait, c'était pas possible. Il y a une gestion émotionnelle qu'on ne fait pas avec les femmes qui manque. On va avoir, on a 20 minutes, une demi-heure de consulte. Après, elles ont droit à 7 séances de préparation à la naissance avec une consultation de conseil d'orientation. Mais ça se fait souvent sur 2 mois, 1 mois et demi et puis c'est tout. Donc, alors qu'il y a
toute cette phase émotionnelle qui est hyper intéressante quand on a vraiment compris les émotions de premier trimestre que le symptôme avait à dire, mais comment est-ce que le reste de la grossesse se déroule comme un fil conducteur, mais vraiment comme le schéma des règles ou comme des saisons, des fois, Karine la sage-femme elle en parle comme ça, mais sans vouloir mettre des choses holistiques dessus, mais juste dire, il n'y a pas cette gestion émotionnelle dans l'accompagnement qui est prévue et c'est impossible. Ça va tellement vite, 9 mois, que finalement on se retrouve dans un postpartum un peu comme ça sonné, alors que tous les éléments qui étaient à travailler, on peut les accompagner au premier trimestre. On parlait aussi de ces nausées vomissements. Il y a des femmes, ça aussi parce qu'on a souvent lu dans les conseils que quand on a des nausées, alors, le premier conseil, c'est souvent de dire on peut rester au lit, prendre son petit déj au lit pour pas remuer le corps et ensuite se lever doucement. Mais il y a aussi des femmes, en fait, on parlait de ce foie, donc tu disais de le chauffer, de mettre une bouillotte. Mais en fait, il y a des femmes qui ont un foie qui est peut-être déjà aussi fatigué, qui ont un cycle de glycogénèse qui est compliqué, qui font de l'hyperinsulinémie, donc qui ne savent pas gérer le glucose. Et donc, ils vont se retrouver qui n'ont pas forcément besoin de manger, mais qui, comme parce qu'elles sont enceintes, ben, elles ont peur, ben, il faut à tout prix que je mange, alors qu'avant, peut-être comme tu expliquais en début de live, on change nos aliments, notre façon de manger, et peut-être qu'à 9h, 8h comme avant, j'ai pas faim. Je m'écoute, j'adapte, je prends peut-être un fruit, je commence pas à chercher à manger, soi-disant qu'il faut que je nourrisse mon enfant, parce que tout se met en place, quoi, en fait. Ouais. Je trouve ça... Et c'est vrai que même par rapport à la... Alors, ça, c'est aussi assez déroutant, ce côté... on va avoir des fringales, on va aller vers des aliments qui sont plus facilement à index glycémique élevé alors qu'on n'avait pas l'habitude avant. Il faut être vigilant à ça pour pas à trop appuyer sur l'accélérateur diabète gestationnel. On va aussi avoir donc des grosses fringales et des gros coups de pompe qu'on va gérer. En fait, les 2 premiers trimestres de la grossesse, c'est vraiment le corps qui va essayer de garder le maximum, de faire le maximum de réserve sur le corps de la femme. Donc, on va avoir plutôt un hyper insulinisme pendant les 2 premiers trimestres. Et sur la fin de la grossesse, on va plutôt passer en insulino-résistance pour que le bébé profite plus. Et lui c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que le trimestre, c'est le bébé qui grossit, c'est la femme qui grossit moins en général, on continue de grossir, mais beaucoup moins par rapport à ce qu'on a vécu au début, en tout cas. C'est surtout le bébé qui va apprendre. Et donc, ça, c'est pas évident pour le corps de gérer cette balance-là entre le sucre qui arrive, j'en fais quoi? C'est pour moi, c'est pour le bébé. Et c'est pas évident. Et on va avoir... Alors moi, souvent, on recommande de manger plutôt en fractionné, d'avoir des petites portions, d'essayer d'avoir des portions protéinées aussi, d'augmenter un tout petit peu les protéines, alors pas forcément animales, ça peut être végétal, mais en tout cas, je suis vigilant surtout que les protéines vont vraiment aider, parce que le bébé, quand il se constitue, il a vraiment besoin des protéines, parce que les chaînes d'acides aminés, c'est celles qui vont aider à construire les organes. Donc, c'est vraiment un trimestre, les deux sont très, très... Donc, les tissus, c'est de la protéine. C'est la brique. Exactement. Après, effectivement, il y a besoin pour l'énergie, il y a besoin de glucose. Pour les membranes, pour le développement du cerveau, on va avoir besoin de très bons acides gras. Donc ça, c'est des choses très importantes, mais il va falloir trouver le bon équilibre. Et souvent, quand on mange un petit peu plus protéiné, l'index glycémique est plus bas. Donc on accélère moins sur le diabète gestationnel. On a moins de risque de développer un diabète gestationnel. Et d'ailleurs, si on le développe, on va nous rediriger vers une alimentation à IG bas, de toute façon. Donc, autant y aller direct, à moins que les aversions soient compliquées à gérer. Et si jamais on a quand même envie de ce plat de pâtes blanche qui a naturellement un index glycémique élevé, eh bien, on peut tamponner le truc en rajoutant de la protéine, en rajoutant des acides gras de bonne qualité. Et ça va permettre de limiter la glycémie. L'index glycémique, ça va l'abaisser. Parce que la digestion va être un peu plus complexe, ça va ralentir l'absorption du sucre dans le sang et ça va être le truc. Donc moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai limité la casse sur mon premier trimestre parce que j'avais envie que d'aliments très très blancs et très très raffinés. Bon, je me disais, au moins je l'additionne avec... Compense. Voilà, je compense l'index glycémique pour pas... Mais c'est...
Voilà. C'est vraiment important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup cette culpabilité des mamans et en fait, alors que c'est complémentaire. On peut très bien aller vers ce qui nous attire parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel, on ne peut pas faire autrement et c'est comme ça, mais arriver vraiment, comme elle dit Marine, d'avoir une assiette plutôt équilibrée. Ok, j'ai mes pâtes, mais à côté de ça, est-ce que je peux faire une salade, peut-être avec des légumineuses que j'ai cuites, tout ça, et essayer de vraiment avoir un plat qui se compose où on a des protéines et comme on disait, pas forcément que animal. Mais de mettre ça en place et les acides gras, voilà, on va avoir l'huile de colza qu'on peut rajouter comme ça dans les aliments, c'est très bien, ou de lin par exemple, ça marche aussi. Et après, voilà, si c'est vraiment compliqué, on peut déjà avoir des supplémentations en oméga 3 très rapidement, quoi. Et par exemple, on peut aussi être à l'écoute de ses envies et parce que ça va être des indices sur ce dont le corps a besoin pour construire son bébé. Donc si par exemple moi d'un seul coup j'ai une forte envie de sushi et je sais que voilà c'est pas très autorisé à part si je l'ai fait maison et que j'ai congelé ce qui est possible, mais ce qui est en général un peu fatigant, donc on peut faire commander des sushis, c'est souvent en fait que mon corps il est en train de réclamer les oméga 3. Oui. Parce que dans le poisson, surtout cru, parce qu'il est vraiment modifié, on a des oméga 3. Et ça, c'est vraiment la base de constitution des membranes cellulaires de l'organisme, du bébé, de son cerveau. Donc, c'est hyper important et le corps va demander beaucoup plus. Surtout que le corps va prendre en priorité les réserves de la mère. Et qu'on sait, donc le bébé, en général, il va bien se porter. Mais qu'on sait qu'une carence en oméga 3 pendant la grossesse augmente les risques de dépression postpartum. Exactement. C'est comme la B12, hein. On est vraiment dans les... C'est clair. Ça, c'est le truc, souvent, quand on parle d'alimentation, c'est pas que moi, j'ai pas de dogme à donner aux personnes, mais si on sait déjà qu'on a une alimentation qui est pas très équilibrée, c'est là que tout ce qui est naturopathie, vous parlez à une personne qui est formée en nutrition ou en micronutrition pour nous aiguiller, parce qu'on peut se retrouver avec, en se disant, bon, c'est bon, je pense que j'ai assez de réserve, par exemple, en B12, mais en fait, au final, le bébé va pomper dedans et le postpartum, en fait, va être très, on va se retrouver avec des fatigues pas possibles, des états, parce que tout ça, en fait, ça s'anticipe dès le premier trimestre. Et c'est vrai que quand on est déjà en train de ressentir les effets de la dépression postpartum, il y a des choses à faire encore à ce moment-là, mais c'était en amont qu'il fallait prévoir d'avoir la réserve. En plus, si on enchaîne des grossesses ou si on allaite, on va avoir encore plus une carence en oméga 3. Donc, il faut y aller, il faut forcer sur les oméga 3. Donc, il y a plusieurs sources possibles, soit végétales, via des graines, des noix ou des huiles. Donc, le petit truc pour les repérer facilement en magasin bio, c'est les petits formats d'huile opaque. Lin, chanvre, cameline, etc. Donc, des petits formats. Vous pouvez en acheter plusieurs. Vous en ouvrez qu'une seule à la fois que vous mettez au frigo parce que c'est sensible à la chaleur, donc très fragile. Et on l'utilise qu'en assaisonnement. Donc, c'est 1 à 3 cuillères à soupe par jour en assaisonnement et jamais en cuisson. On ne chauffe pas ces huiles-là. Et on les consomme assez rapidement, dans les 2-3 mois pour la plupart. Et même l'huile de lin en 1 mois. Et si on n'a pas consommé au bout d'1 mois, ça risque d'être oxydé, donc on s'en débarrasse. Donc ça, c'est la première. Elle est plus fragile. Voilà. L'huile de lin et cameline aussi, elles sont fragiles. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la voie végétale. Alors la voie végétale, elle est intéressante, mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce par une voie animale, si jamais on n'est pas végétarien. Parce que les oméga 3 végétaux, le corps a besoin de faire une petite étape en plus pour pouvoir les utiliser. Les acidulés, oui, tout à fait. Alors que les oméga 3 qu'on va trouver par exemple dans les poissons gras sont directement assimilables et directement utilisables par l'organisme. Donc parfois, si jamais on n'est pas végétarien, ça peut être une bonne idée de manger 2-3 fois par semaine des petits poissons gras, par exemple. Tout à fait, les sardines, les harengs. Voilà, harengs, maquereaux, anchois, sardines. Plutôt, si vous pouvez les acheter, alors l'idéal du top, c'est frais. Le deuxième top du top, c'est congelé. Et le troisième top du top, c'est la conserve en verre. Alors la conserve en alu, qui a un petit film plastique à l'intérieur, ça peut être utile, mais plutôt pour du dépannage. Et en général, il disait que les sardines, dans ce qui a été apparemment étudié, les boîtes de sardines n'ont pas la même, le film plastique n'est pas mis comme dans les thons. Le thon, apparemment, la boîte n'est pas la même, donc oui. Ça c'était ce que j'avais. En fait, on a peu de certitude sur cette question-là. Alors le thon à la base on essaye de l'éviter parce que comme le saumon c'est un plus gros poisson qui est un gros poisson, qui est plus tard dans la chaîne alimentaire et qui va stocker beaucoup plus longtemps beaucoup plus de métaux lourds. Donc ça, métaux lourds, tout à fait.
Donc, plutôt des petits poissons en début de chaîne alimentaire. Et effectivement, au niveau de la conservation dans les conserves, c'est pas exactement le même traitement, mais comme on n'est pas tout à fait sûr de ce qui peut migrer ou pas, moi, ça m'arrive d'en acheter, mais je les consomme rapidement. Je ne les laisse pas un an dans mon placard à bien macérer. Et j'essaye de privilégier plutôt les conserves en verre. Donc voilà, essayez de penser à ça. Ça peut être intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est important aussi, c'est tout ce qui va être minéralisation. Est-ce que je mange suffisamment minéralisé? Est-ce que je mange assez alors on va très vite nous parler de calcium, par exemple. Alors, sachez que ça c'est un grand débat parce qu'il y a pas mal de personnes qui, par exemple, ne supportent pas, ne digèrent pas bien les produits laitiers. Et elles vont aller se forcer. J'en ai des clients qui se forcent à manger des yaourts parce que on leur a dit qu'il fallait absolument pour que le bébé ait des os corrects. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a du calcium très assimilable dans pas mal d'ingrédients, la sardine, le sésame, les noix, la levure, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, vous mettez du gomasio, vous mangez du houmous avec de la pâte de sésame tahini à l'intérieur, vous aurez votre dose de calcium, etc. Si vous aimez les produits laitiers et que vous les digérez bien, plutôt un petit peu de fromage de chèvre ou de brebis plutôt que plein de lait de vache. Parce qu'en fait, souvent aussi, alors effectivement, il y a des minéraux dans les produits laitiers, mais ils sont aussi très acidifiants. Et donc, le corps, pour lutter contre l'acidification, va venir prendre des minéraux. Et alors, soit il les prend dans le lait, soit il les prend là où on a nos réserves de minéraux, c'est-à-dire les dents, les cheveux, les ongles, les os. Donc, on évite aussi de rendre l'adage une grossesse, une dent vraie. On préserve Voilà, on fait attention à ça. Et surtout que ça crée de la fatigue, hein. Et ça, souvent, moi, aux femmes, aux mamans, je leur conseille, je leur dis, mais si tu savais déjà que quand tu mangeais, je sais pas, un plat de fromage et que tu le digérais pendant 3-4 jours, ça veut dire que ton corps a déjà du mal à le faire. Donc, pendant la grossesse, si tu es très fatigué, ne donne pas encore à ton corps de la fatigue avec la digestion. On sait que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, mais on revient vraiment encore à la base, hein. Comme tu disais, moi je repars souvent sur la base quand une maman me dit oh j'ai ça, mais c'était déjà comment avant, comment est-ce qu'on peut aller imbriquer, même si avec la grossesse c'est pas pareil, mais de aller voir un petit peu un comportement digestif parce que en plus de tout ce que tu disais, on va avoir justement cette progestérone qui va entraîner des constipations. Donc là tu parlais de tous tes conseils en alimentaire. Est-ce que après ça peut être une idée, est-ce que tu as peut-être un petit déjeuner de base à conseiller à une maman, un dîner par exemple et un repas du midi? En conseil là qui te vient, pas forcément chercher un truc hyper compliqué? Alors, ce qui peut bien marcher pour les mamans qui ont des nausées, c'est de préparer à côté de leur lit le matin ou demander au conjoint ou à la partenaire de ramener quelque chose quand la femme est encore au lit et de se relever tout doucement après avoir mangé. Donc, préparer par exemple une tartine de pain au levain. Ça, c'est la meilleure fermentation qui puisse exister. Donc, bio au levain ou un pain de seigle ou un pain germé, par exemple. Et puis, mettre dessus un petit peu de fromage de brebis ou un peu de houmous ou un petit peu une protéine, en tout cas, qui va un peu calmer la glycémie. Et déjà, partir avec ça, plus une boisson chaude avec du gingembre. Les fruits, c'est toujours la grande question. Mais en général, on évite de les consommer pendant les repas parce que c'est pas le même temps de digestion et ça peut créer des fermentations. Exactement. Donc, notamment avec le transit qui est ralenti pendant la grossesse, c'est encore plus... On va avoir beaucoup plus de ballonnement parce que le sucre qui va être comment dire, coincé dans une digestion plus longue va se mettre à fermenter. Donc, on va ballonner. Donc, ça, on évite. Après, c'est un peu au cas par cas parce qu'il y a certaines femmes qui vont avoir des énormes envies de sucre et du coup, un petit déjeuner salé ne va pas leur convenir. Et à ce moment-là, par exemple, il peut y avoir l'option miam aux fruits. Je ne sais pas si tu connais, on écrase une banane, on la rend liquide, on met des bonnes huiles dedans, on met du citron, on met des graines moulues dessus et des fruits de saison. Et on prend beaucoup de temps pour l'insaliver et le mâcher. Parce qu'un miam aux fruits avalé en toute vitesse, ça a un index c'est clair. haut. Mais plus avec le temps, etc., où on mâche bien toutes les noix, toutes les graines, là, on va être dans les bons rations, on n'aura pas faim, on ne va pas avoir d'hyperglycémie ni d'hypo-réactionnelle. Donc, on va se sentir plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est un peu une idée de petit-déj à voir. Après, il y a des femmes qui vont avoir juste besoin de grignoter quelques amandes et quelques trucs. Exactement.
Ouais. C'est Allez, c'est ça. c'est un C'est ce qu'on ressenti à disait. avoir. Voilà, c'est vraiment votre ressenti. Il vaut mieux prendre quelques graines si on n'a pas faim et être dans sa physiologie à soi que se remplir et se retrouver justement avec une digestion déjà lente parce Ouais. que le matin, on n'est pas. Et c'est assez Ouais, logique aussi qu'on ait. Alors, il y a ce relâchement des tissus qui va ralentir le transit. Et c'est assez logique aussi parce que on sait, par exemple, au niveau de l'absorption du fer, on va avoir des besoins en fer beaucoup plus conséquents. Et ce ralentissement du transit va permettre aussi de garder plus longtemps en contact le fer avec les muqueuses ouais. intestinales et d'être mieux absorbé et mieux assimilé. Après, parfois, il faut encore faire un petit effort supplémentaire parce qu'on va quand même avoir une anémie possible. Mais on Oui. sait que ça a une raison d'avoir ce petit ralentissement du transit. Pour le faire, notamment, ici, il faut y être attentif dès le début de la grossesse. On Exactement. peut manger des légumineuses couplées avec de la vitamine C. Ça augmente l'absorption L'absorption. de la vitamine C. Donc, ça peut être des légumineuses avec du persil ou avec un jus de citron. Ça peut être de la spiruline avec, je sais pas moi, un agrume dans un smoothie, par exemple. Et souvent aussi, quand on le couple à un probiotique, soit un aliment Oui, fermenté, ça soit un passe. probiotique, le fer va être mieux assimilé, ainsi que la vitamine C. Donc ça, c'est Mm. une petite chose aussi à savoir, comment on met les choses ensemble pour On peut favoriser pour potentialiser les oligo-éléments. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a aussi tout ce qui est café, on va vraiment diminuer pour permettre l'absorption du Ouais. fer. Et souvent, on le conseille à jeun, enfin à jeun le matin, sans trop avoir remangé, pour que ça puisse passer en premier. Et après, ça va être tout ce qui est, si on est complémenté, comme disait Marine, effectivement, moi, c'est dès le premier trimestre de la grossesse que je donne, dès qu'une maman a une hémoglobine, parce que c'est pas forcément le taux d'hémoglobine, ça aussi, c'est souvent les mamans disent, ah, mais j'avais 12 hémoglobines. En fait, c'est pas forcément le taux d'hémoglobine, c'est la ferritine qui va aller nous dire si on a une réserve assez importante ou pas en fer. Donc souvent, il y a des médecins qui le prescrivent spontanément au premier trimestre de la grossesse avec les bilans qu'il y a, la ferritine. Et à partir de là, on peut déjà voir si elle est en dessous de 30, il faut aller chercher dans une supplémentation, c'est surtout si on est très très végétarien ou vraiment vegan, parce que c'est des choses qui vont manquer et qui vont favoriser la fatigue du postpartum, quoi. Et bébé, lui, il va pas faire de merci, il va prendre ce dont il a besoin. Donc, il faut aller chercher dans du fer biglycinate si vous supplémentez pour accompagner tout ça. C'est vrai que les formes organiques sont beaucoup mieux assimilées. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, par exemple, le tardiféron, je ne supporte pas, mais c'est assez logique. Ça fait mal au ventre alors qu'il y a des fers plus assimilables. Donc, ouais, le bisglycinate. Ah, elles sont pas remboursées. Voilà. Il y a des choses. Et c'est pas remboursé, quoi. C'est ça le problème. Effectivement, et c'est un peu bête. Oui. Pareil pour la vitamine D. La vitamine D, on sait aujourd'hui que la supplémentation quotidienne avec des gouttes de vitamine D est beaucoup plus intéressante, mais elle n'est pas remboursée, contrairement aux ampoules qu'on peut avoir sur prescription. De 3000 unités. Mais les ampoules, on a un gros pic dans son sang, ça va très bien et ça redescend derrière, donc c'est un peu dommage. Donc en plus ça coûte pas super cher. Je vous conseille vraiment d'aller acheter une vitamine D3 en magasin bio en gouttes et de vous supplémenter aux alentours de 2000 unités internationales par jour. Ça c'est le bon ratio pour mettre à l'abri bébé et maman, avoir une meilleure immunité, mieux gérer aussi la dépression postpartum si elle devait survenir, etc. Donc, voilà. Ouais, donc c'est ça, on est dans oméga 3, vitamine D, le fer et parfois on met aussi du zinc au début de la grossesse. Donc ça c'est déjà fort avec la naturopathe ou alors si vous avez une sage-femme. Moi je suis passionnée par ça, donc forcément c'est des choses que je vais mais on n'a pas toute une formation dessus parce qu'on est on n'est pas très médicalisé, mais c'est vraiment plus orienté vers les choses plus concrètes pendant la grossesse. Je vais regarder s'il y a des questions parce que des fois à discuter, ah bah tu vois, il est 19h01 donc ça va se couper. J'ai pas vu l'heure. Il faudra qu'on en fasse un autre. Ah, c'est incroyable. Là, donc je vais, si ça se coupe, je vais essayer de prendre rapidement les questions, comme ça je reprendrai Marine, parce qu'il est 19h01, j'avais pas vu donc ça risque de se couper et je reviendrai. Donc on a la grossesse gémellaire, du coup 2 fois plus de progestérone, 2 fois plus tellement de nausées, je mange. Ah oui, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les nausées, Pauline. Comment vivre une grossesse sereine depuis le début de ma grossesse? Donc tu vois la question, Marine? Ouais, je vois. Okay. Comment vivre une grossesse sereine? Depuis le début de ma grossesse, je fais des crises d'angoisse. Donc, ça, c'est l'accompagnement psycho-émotionnel. Effectivement. Comme on disait.
La carence en magnésium aussi peut être cause de crise d'angoisse, de spasmophilie aussi. Donc, se supplémenter en magnésium et essayer d'aller explorer aussi la voie émotionnelle. Moi, j'ai un livre que j'aime bien. Je l'avais mis de côté. Ah, attends, je vais enlever la question comme ça, tu vas le montrer, ton livre. Je sais pas si tu connais celui-là. Je peux d'ailleurs, c'est dans le livre. Ah, c'est retourne-le Ayurveda. Non, ah, c'est Marie Tessia. Mets-le comme ça. Ah, voilà. Ouais, c'est une sage-femme qui l'a écrite. Oui, voilà. 1, 2, 3, faut que le titre me revienne. Et Message d'une femme pour une naissance libre, les peurs de la grossesse et de l'accouchement de Ariane Sekia. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment intéressant pour justement aller explorer ce que ça va réveiller chez vous. Essayez d'en parler à votre entourage, à votre mère, à votre grand-mère, etc. Sans forcément tout déballer, mais juste pour savoir comment elles ont vécu leur grossesse, leurs accouchements et qu'est-ce que ça pourrait réveiller chez vous d'angoisse. Exactement, ouais. Il y a vraiment un côté épigénétique hein, quand on parle de ça, et transgénérationnel qui se passe au premier trimestre. Alors, l'autre question. Bonjour, j'ai des fringales toutes les 2 heures malgré l'alimentation saine et rassasiante, même en pleine nuit, que faire? Alors, Marine, ça se coupe dans 24 secondes. On va refaire 5 minutes, comme ça on finit les questions. Et ce sera bon. Je vais couper et je reviens tout de suite. Je charge pour le replay.